Mais oui, c'est ça. Alors, pourquoi le tout Angers Bouge va changer de date? Non. Non. Non, tout Angers Bouge, c'est où ça a lieu, où ça n'aura pas lieu purement et simplement. D'accord. De toute façon, le village s'est arrêté. Il n'y aura pas le village avec les associations. D'accord. Oui. Et pour l'instant, ils ont rencontré la préfecture avec le président de Terre d'athlétisme qui organise les trails. Et la préfecture leur a donné aucune confirmation comme quoi ce serait possible ou pas. Et ils leur ont demandé de présenter un dossier dans les 15 jours. Donc là, on est dans la première semaine, on est la semaine prochaine, en prenant en compte toutes les conditions sanitaires, enfin les contraintes sanitaires existantes. Donc ça veut dire que c'est grosso modo donc impossible à faire. Donc Ah oui. c'est très mal barré. Mais de toute Et façon, c'est eux ne changeront pas de date. D'accord? Donc c'est ouais. ou c'est OK, les trails d'une certaine façon, allégés ou etc. Ouais. Ou pas de tout temps j'y bouge. Donc on a convenu avec Johan Bon, là, notre interlocuteur au niveau de la municipalité, mais j'ai demandé que ça remonte au cabinet du maire, le fait qu'on décale en fait au 4 juillet, au dimanche 4 juillet, la course, pour la raison principale que en fait le 6 juin, c'est le mariage de la fille de Bruno, et qu'on ne pourrait pas y être. Il fallait que ça soit dit. Merci Jean-Claude. C'est vraiment sympa. Il est même possible qu'on décale les régionales à cause de ça, mais bon, enfin. Donc voilà, donc on décale, on fait un glissement, c'est-à-dire que ce qui était prévu en avril, on le fait en mai, tout ce qui était prévu en mai, on le fait en juin. Donc le 17 avril, on n'est pas sollicité place du ralliement, tu veux dire? Non, on sera le 22 mai maintenant. D'accord. Donc tu t'as envoyé un mail Alors c'est en cours tout ça, parce qu'il y a plein de choses à décaler. Mais pour ce qui concerne Plantage Jeunesse, ça sera le samedi 22 mai. C'est pas le 17 avril, c'est le 22 mai. Voilà. Il n'y a plus rien en avril. D'accord. Et ça serait le 4 juillet, mais 4 tout juillet, seul, isolé, quoi. Voilà, et Terra Botanica est OK pour le décalage de date. D'accord. Voilà quoi? Pour le décalage de date. Ah oui, d'accord. Donc, si le reste, pas de soucis. Pas de souci majeur. Je veux dire que le plus simple pour nous au niveau de l'organisation, c'est de faire ce glissement en fait d'un mois. Ouais. Voilà, ça génère moins de problèmes que d'essayer de rebâtir un truc bâtard, etc. Et il nous faut quand même un mois et demi pour vendre les canards. On a quand même 10 000 canards à vendre. Ouais. Là, tu en es où actuellement? Ça ne bouge pas là pour l'instant, ça ne bouge plus là. Il n'y a pas de communication. Il y a les réseaux sociaux là pourtant, non? Ouais, mais non, ça bouge je pas. me rends compte que les actions que l'on mène là, sur les réseaux sociaux, notamment les vidéos là, du canard enquêteur, n'amènent pas de vente réelle en fait. Il y a une vente par jour au maximum, un truc comme ça. D'accord. En fait, on constitue une communauté qui, à mon avis, sera très utile dans les derniers jours, mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a une publication et qu'il y ait tout de suite des ventes. Il n'y a rien qui correspond. Ouais, mais les gens, là, ils sont en léthargie, ils ont du mal à se projeter, ce qui est normal. Ouais. Mais là, on va sortir un communiqué de presse pour expliquer que l'on reporte la date et que l'on change de lieu pour la course, parce que ça n'a pas été publié encore. Et je vais voir, parce que le premier communiqué de presse a fait vendre 700 ou 800 canards. Hein. Donc, je vais voir ce que ça va donner, le communiqué de presse que l'on va sortir là. Où tu vas annoncer le décalage de date. Décalage de date et le lieu où se fera la course. Donc, je vais voir ce que ça va donner. On va faire le communiqué de presse et l'emailing aux 8000 adresses que l'on a, voir un petit peu comment ça fait bouger en fait. Parce il y a encore 3 communiqués de presse à venir, il y en aura un par mois en fait, avril, mai, juin. Donc là, il faut recaler toutes les dates de parution qui étaient prévues. Donc ça, il y a un boulot à faire. Ok. Voilà, on est très, 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 très peu nombreux. On n'est que 6 connectés. Là. Ah oui. Je lance tout de suite donc ce document-là. Et tu enregistres là? Comment?
Et tu l'enregistres? Oui, de toute façon, c'est enregistré, là. C'est en train de s'enregistrer. Donc là, c'est une journée de formation en fait, qu'on organise par l'Association régionale du florissement de la région Centre-Val de Loire, dont je suis le vice-président, je m'occupe des jurys. La dame que vous voyez là, c'est Marie Friot, qui est prof au lycée Fondette à Tours, qui est vice-présidente aussi en charge des formations dans notre association. Et on a aussi un président, etc. Et donc là, en fait, le premier sujet qui me paraissait intéressant, mais qui est un peu long à parler, c'est pour ça que ça dure 45 minutes, mais vous allez voir, restez comment dire, connectés parce que c'est très, très intéressant au niveau du travail de l'urbanisme que l'on peut faire sur une ville comme Tours. Là, l'exemple, c'est Tours. Donc, on y va tout de suite. On n'entend pas, hein? Non. Ah, monte le son, hein. Ouais, monte le son. Vas-y, je suis à fond. On n'entend rien du tout. On n'entend pas? Non, moi non plus. Moi non plus. Non, on n'entend rien, Jean-Claude. Hein. Bah, comment je peux rien faire, moi, parce que c'est ce qui est, c'est l'enregistrement de la conférence, donc je ne peux pas. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour Luc. Voilà, j'ai réussi à Alors, venir. on vient juste de lancer, mais le son est trop faible. Ah, d'accord. Alors, attends, est-ce que je peux faire quelque chose? Non, tu as 100. Ça, c'est à fond. Ça, c'est à fond. Si je fais ça, Très intéressant de réinjecter la nature. est-ce que vous entendez Ah, mieux c'est là? mieux, c'est oui. beaucoup mieux. Cartographie, un atlas, un travail de cartographie, et qui utilisait des bases de données très, très importantes, très lourdes, et qu'il nous fallait travailler plutôt en agence que à distance. Donc, on a fait 5 documents. Donc, le premier document, c'est la classe, comme telle, qui réunit un ensemble de cartes qu'on va voir ensemble. Et ensuite, on a décliné cette classe en ce qu'on a appelé donc, les cahiers de la classe, qui présentent donc la nature dans différentes typologies urbaines, c'est-à-dire le premier cahier était consacré à l'habitat collectif, le deuxième au secteur d'activité et d'équipement, le troisième, il y a un écho là. Le troisième au secteur de tissu urbain mixte, donc c'est la classe et ces 3 cahiers sont déjà disponibles sur le site de l'agence, et le dernier qui est en cours, c'est sur l'habitat individuel. Donc, on est parti dans le constat. Donc, la canicule de 2018, avec une carte qui a été faite par un bureau d'études Énergio, qui avait posé donc entre des capteurs dans différents points de la ville, et avec, donc plus on a la couleur rose violacée très foncée, plus la température était élevée lors d'une journée, entre autres, qui est au mois de juillet, si la mémoire est bonne, mais en fait, ces capteurs ont été posés pendant un certain temps, et avec des écarts de température qui allaient jusqu'à, en moyenne, 8 degrés, mais jusqu'à 12 degrés. Donc, je vais faire apparaître, vous voyez, donc la ligne, un profil en travers, donc, qui traverse l'ensemble de l'agglo, et voici donc les écarts de température selon le versé de la ville. Donc, on est là dans les zones d'activité, la petite arche, donc c'est la grande zone d'activité nord où il faisait 46. À la Loire, on a 28. Et ensuite, sur le Cher, on a 29. Et la zone de la Brionnerie, donc complètement au sud de l'agglo, on a 45. Donc, des écarts de température extrêmement importants, et qui sont liés donc à différentes choses, donc à la forme urbaine, donc la densité de la forme urbaine, on va y revenir, à la propriété radioactive des matériaux, et aussi à la perméabilité des sols, donc la perméabilité et l'imperméabilité avec la présence de la végétation ou pas. Donc ça, c'est le premier constat. Et on a voulu démontrer des éléments les caractéristiques sur l'ensemble du territoire, des éléments qui favorisaient ces îlots de chaleur. Donc d'abord une première carte, donc on rentre dans le processus du premier document qu'on a produit, une première carte qui est une trame végétale,
Donc, c'est tout ce qui est en vert, hein, qui est en vert sur la carte. Donc, la trame végétale, et ce qui est en blanc, en fait, c'est ce qui est imperméabilisé. Et sur le territoire, sur ce territoire-là que vous voyez à l'écran, en fait, on est sur des espaces végétalisés à 42% et imperméabilisés à 57%. Ça exclut, hein, pour votre information, donc ça exclut la bande périurbaine qui est en jaune très pâle. On est vraiment dans la partie ville. Donc, un territoire qui est plus imperméabilisé que végétalisé. Donc, le négatif de cette carte-là, c'est en fait l'imperméabilisation des sols, et l'imperméabilisation des sols se décline avec un pourcentage de 15%, donc on a 57% d'espace imperméabilisé, donc 15% d'espace qui est lié donc à l'emplacement des bâtiments, 85, bon, c'est enrobé, mais c'est plutôt des superficies, le réseau viaire, le réseau ferré. On voit ici très, très bien donc, le réseau ferré de Saint-Pierre-des-Corps, qui est un tissu donc, entièrement imperméabilisé. Donc voilà pour le constat entre la ville perméable et la ville végétale. Donc on s'est dit, comment on va travailler pour dire on devrait privilégier donc, la végétalisation dans tel ou tel secteur. Donc, on a décidé de travailler à l'îlot. L'îlot, c'est-à-dire un tout petit morceau de ville entouré par le réseau viaire, donc par les voies et les rues. Donc, ça nous donne 1250 îlots sur le cœur de l'agglomération. Et on a caractérisé ces îlots selon les différents types de bâtis. Et vous allez voir qu'on a déjà des a priori par rapport au fait de l'imperméabilisation de certains secteurs. Donc, je reprends. Donc, ces îlots, 1200 îlots, on a divisé. Donc, le principe, c'était de donner quel type de bâti on avait principalement sur ces îlots. Donc, on a 4 grands ensembles. Donc, les îlots majoritairement d'habitat collectif, dans lesquels on a 2 sous-ensembles, les grands ensembles et les collectifs en continu d'opérations mixtes. Les grands ensembles, c'est par exemple les sanitas, hein, tout le monde connaît les sanitas ou les fontaines, donc c'est-à-dire des opérations qui ont été construites avec un plan déterminé. Les collectifs en continu ou d'autres opérations, c'est des îlots où on a des habitats collectifs, mais sans grand plan d'ensemble. La deuxième typologie, c'est l'habitat individuel. Donc, on est 3 sous-familles, l'habitat individuel accolé, l'habitat de type pavillonnaire, vous connaissez tous, hein, l'habitat individuel diffus, le type les hameaux, par exemple, je vous montre avec ma souris, dans le secteur sud de Joué-les-Tours, ou les grandes propriétés des coteaux. Donc, par exemple, au nord de la Loire, on a des grandes propriétés dans des grands parcs. Troisième tissu, on est sur des tissus mixtes. Donc là, le centre historique, où au cœur des îlots, on retrouve de l'habitat, on trouve du commerce, on trouve de l'activité. Les tissus mixtes à dominante habitat, c'est-à-dire qu'on trouve plusieurs choses, mais avec une majorité d'habitat. Des tissus mixtes de projets, ce sont des secteurs dans le tissu urbain qui sont voués donc à être urbanisés. Donc, je pense par exemple, si je prends un exemple ici à La Riche, vous voyez bien la souris? Oui. Je pense que oui. Donc, à La Riche, c'est un tissu qui est un ancien site de maraîchage qui est voué à l'urbanisation. Donc, c'est ce qu'on appelle des tissus mixtes de projets. Et la 4e famille, les activités et autres équipements. Donc, c'est tout ce qui apparaît en violet bleu. Et en fait, chacun de ces tissus, c'est ce qu'on va voir, on fait l'objet d'un cahier avec des exemples d'idées de désimperméabilisation, de végétalisation. Donc, dans les activités et équipements, on a mis
spécialement donc, les équipements d'enseignement et de formation. Je pense que vous savez pourquoi. C'est là où nos enfants, nos adolescents donc, passent la majorité de leur temps, en fait, du moins en semaine. Et ce sont des parents pauvres en termes de végétalisation, puisque la plupart des cours, des équipements d'enseignement sont complètement imperméabilisés. Donc, sur ces îlots, on a fait la moyenne de la part du végétal dans chacun des îlots. Donc, moi, je ne vois pas la légende sur mon plan, mais vous devez la voir. Donc, plus on est en vert foncé, plus la part du végétal important. Et vous avez ici des exemples de ces îlots, donc, où on est dans une moyenne. Par exemple, le centre historique de Tours, on a une part du végétal en moyenne qui est de 16,8%. Mais ça veut dire qu'on a du 30 comme du 4%. Il y a certains îlots du centre historique qui sont aussi fortement imperméabilisés que les zones d'activité, par exemple. Donc, on a voulu déterminer, sachant donc le taux d'imperméabilité, le taux de végétal, le pourcentage de végétal de ces cœurs d'îlots, on s'est dit, bon, comment on pourrait identifier un gradient de naturalité? Donc, on a pris 3 indicateurs. On a associé donc l'indicateur de la perméabilité, l'indicateur de l'occupation du sol par le végétal, c'est-à-dire le pourcentage occupé par le végétal et le pourcentage occupé par les espaces qui sont des espaces minéraux, et la richesse du végétal, c'est-à-dire soit on a 2 strates, donc la strate arborescente et la strate herbacée. On n'avait pas les moyens, avec les outils qu'on a, d'évaluer la strate arbustive. Donc, on avait ces deux grandes strates qu'on pouvait analyser. Et en fait, quand on avait une strate arborescente et une strate herbacée, on avait un ratio plus important de naturalité qu'on additionnait donc avec la superficie, le pourcentage d'occupation du sol par le végétal et de l'occupation du sol par le minéral. Donc, en utilisant ces 3 indicateurs, on a évalué le gradient de naturalité qui va crescendo quand on est vers le vert foncé. Donc, on est sur un gradient de naturalité plus important et le gradient de naturalité le plus faible étant donc le jaune très pâle. Donc, si on regarde la ville, on voit très bien se distinguer déjà des secteurs d'activité nord, la partie centrale de Tours et d'autres secteurs très denses avec l'habitat collectif. Mais ce n'est pas si simple que ça, en fait. Et on va revenir sur les cahiers. Donc, cette carte-là nous montre que plus la forme urbaine est dense et imperméabilisée, plus on a un lien donc, avec les îlots de chaleur, l'augmentation donc, de la chaleur. Donc, il y a donc des secteurs où il est plus urgent d'agir que d'autres. Donc, voilà, on va agir sur quoi? On va agir sur, bien sûr, l'idée de planter, mais on plante où? Et l'idée de désimperméabiliser, et on désimperméabilise où? Donc, le premier cahier était sur l'habitat collectif. Donc, vous avez là les îlots qui sont concernés, donc qui sont que d'habitat collectif avec les deux familles que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les grands ensembles, ou l'habitat collectif avec des opérations mixtes. Voilà le type de grands ensembles. Ici, on est sur les fontaines, où on a une organisation très composée, j'ai envie de dire, et un habitat collectif avec des formes urbaines, des bâtiments assez différents. Et ces 2 secteurs ont un gradient de naturalité différent. Donc, dans la classe, on a choisi de présenter des gradients de naturalité qui vont d'une nature très faible à un gradient de naturalité assez fort, même quand on est donc dans une typologie où
j'ai envie de dire presque instinctivement, on se dit l'habitat collectif, c'est dense. Mais c'est pas, en fait, c'est un a priori. Vous voyez ici, sur ces 4 exemples qui font partie de la classe, Tour Centre, où on a un habitat collectif avec une naturalité très faible. Et là, on est sur Chambray-les-Tours, où on a aussi un habitat de type collectif, où on a une naturalité très forte. Donc, ça veut dire qu'en termes de stratégie, de dire où on investit demain, c'est pas nécessairement, on dit on investit d'abord sur l'habitat collectif parce que c'est dense. Non, on peut agir sur l'habitat, certains îlots d'habitat collectif parce qu'ils sont particulièrement denses, particulièrement imperméabilisés. Alors, c'est pas une généralité. Donc, d'où l'importance de la carte qui est la carte résultante donc de notre analyse, qui est le gradient de naturalité qui est affecté à l'îlot. Donc, un exemple de l'habitat collectif, les Sanitas. Donc, on voit, toutes ces cartes sont dans les cahiers. Hein. Donc, on voit, donc dans l'habitat collectif, donc dans le cahier d'habitat collectif, le principe était de donner donc des exemples du comment faire en choisissant des exemples contrastés. On est là sur les Sanitas, hein, sur un îlot des Sanitas. Donc, vous voyez bien que cet îlot-là donc, est entouré donc, de voies, en fait, de rues. Et on est sur une naturalité qui est plutôt faible. Donc, on voit une partie qui est complètement imperméabilisée, qui est aujourd'hui la place Saint-Paul. Et c'est sur cette place-là que je vais vous montrer un exemple d'évolution. Mais il y a d'autres parties dans cet îlot qui sont où on retrouve une végétation arborée relativement importante. Donc, on a un taux d'espace imperméabilisé à 77% quand même, hein, et de part du végétal à 23%, avec un gradient de naturalité qui reste, somme toute, relativement faible. Et on voit qu'en termes d'îlots de chaleur, on est donc on est plutôt donc dans les roses tirant vers les violets. Donc on est sur un niveau de chaleur, enfin où la température est très importante lors de canicules. Et j'attire votre attention, vous voyez ici, on a un petit carré qui est un peu plus jaune, où en fait la température est légèrement plus basse, et en fait ça correspond à l'espace jardin qui est juste à côté de l'église. Donc, même si l'approche est globale, on a quand même des indicateurs pour certains éléments qui sont assez précis. Donc, je vous parlais de la place Saint-Paul. La place Saint-Paul, c'est cette place qui sert donc de marché le jeudi, si ma mémoire est bonne, et le petit jardin en question, c'est ce jardin-là. Donc, la place Saint-Paul entièrement imperméabilisée. On a des arbres, mais bon, qui sont corsetés dans le bitume, quoi. Et donc, il y avait déjà un projet. C'est un secteur qui est un projet en rue, donc en renouvellement, projet de réhabilitation, renouvellement. Et il y avait, le bureau d'études avait présenté donc ce projet-là. Donc, tout ça, c'est de la réflexion qui est toujours en cours. Hein. Il n'y a rien donc, avait présenté ce projet-là où il y avait déjà une réorganisation du stationnement, le marché étant déplacé à un autre endroit. Donc on avait une nouvelle programmation à faire sur le secteur. Donc, on a besoin du stationnement. Aujourd'hui, le stationnement est sous-utilisé, il faut le dire aussi. Donc, la réorganisation du stationnement, sachant que le tram passe sur cet axe-là, ici. Des besoins en termes d'équipement sportif et de terrain de jeu. Là, en fait, c'est un terrain de skateboard, un terrain de sport, et une modification au niveau du bâti, donc avec une percée dans la grande barre qui existe aujourd'hui, une percée donc pour se reconnecter au tissu, donc ouvrir un petit peu cet espace qui est très, très cloisonné. Donc, on passait de 130 places à 100 places de stationnement, et on restait quand même sur des espaces qui étaient relativement
imperméable. Donc, l'idée de projet qu'on a présentée, sachant que je parle bien d'idée et non donc de projet validé, ça a été présenté aux élus hein, quand même, mais l'idée de projet, c'était de rogner encore un peu sur les stationnements, de passer de 100 places à 25, à 75 places, et de gagner un jardin qui fait 2000 mètres carrés. Sachant que la population réclamait un espace jardin, un espace du jardin. Donc, comment faire? Donc, on a ici le plan de la partie qui est présentée. Donc, on conserve bien évidemment donc, les espaces sportifs et de jeux et on décide de réorganiser. Donc, on propose de réorganiser le stationnement qui est illustré ici en repositionnant des places de stationnement en latéral. Il nous reste donc l'espace entièrement imperméabilisé aujourd'hui et de fonctionner en 4 phases, de définir donc des cheminements de façon à atteindre l'espace central où on installerait dans un premier temps des bacs pour pouvoir se donner le temps de désimperméabiliser cet espace-là, parce que la désimperméabilisation, c'est des travaux assez lourds, et de garder quand même un espace d'usage avec des bacs, par exemple, des modules de bacs qui seraient sur LED. Et dans un troisième temps, de semer, d'utiliser donc une expérience qui est la phytoremédiation, donc la dépollution des sols par les plantes. Donc dans le cadre de ce projet-là, on avait échangé avec des chercheurs donc pour mettre en place cette méthode, leur intérêt pour mettre en place cette méthode, donc la phytoremédiation qui permettrait de dépolluer le sol. Et dans un quatrième temps, donc de construire donc ce jardin qui fait en tout 2000 mètres carrés avec les habitants. La proposition là, c'était une partie en verger, une partie en potager, mais ce n'est qu'une idée de projet. Donc, c'est plutôt le processus qui est intéressant, c'est-à-dire comment on fait projet avec les habitants, comment on désimperméabilise où, et en fait, le principe d'utiliser donc une méthode de dépollution par les plantes, c'est quelque chose d'assez innovant qui prend du temps, mais le fait de déjà installer un jardin dans la partie centrale, c'était déjà de redonner de l'usage aux habitants avec une expérimentation donc de réinjecter, recréer du sol sain en ville. Donc le deuxième exemple, on est sur un secteur moins problématique, entre guillemets, puisqu'on avait 42% de part végétale et on avait plutôt une naturalité moyenne. On est là sur 2 îlots donc, de collectifs de copropriété, avec des îlots de chaleur moins importants que dans le premier cas, puisqu'on a une température 37,5 lors des données des relevés. Et par contre, on avait quand même des espaces relativement pauvres, c'est-à-dire une pelouse et des grands arbres, ce qui est quand même un atout important. Et on avait beaucoup de pleine terre, de sol. Donc l'idée là, c'était simplement de dire comment on peut diversifier cette trame végétale qui est relativement pauvre pour apporter donc un îlot de fraîcheur plus important et aussi donc de la biodiversité en retravaillant sur les stationnements latéraux pour réinjecter donc des espaces, des bandes végétales et en réinjectant simplement en pleine terre une diversité plus importante que ce qui se passe actuellement. En fait, le principe d'investir sur des îlots comme ça, c'est pas simplement pour la copropriété, mais pour tout le tissu urbain autour, puisqu'on constitue donc un îlot de fraîcheur et de biodiversité qui profite à un environnement qui est plus large que seul îlot où seraient concentrés donc les idées de projet. Donc les 3 autres cahiers
ça a évolué depuis la semaine dernière parce que le cahier 2 est déjà publié, le cahier 3 est aujourd'hui sous presse et il nous reste le cahier 4. Donc, je vais quand même évoquer les idées de projet qui sont travaillées dans ces cahiers. Donc, le cahier 2 qui est lié donc, aux équipements, je vous ai parlé on avait pris les équipements scolaires et d'enseignement en faisant une catégorie spécifique parce qu'on sait que c'est une des typologies sur laquelle les collectivités peuvent investir. Donc là, c'est l'école Marie Curie a joué des tours, mais c'est pas une grande exception d'avoir des cours d'école qui ressemblent à des stationnements, qui sont entièrement imperméabilisés, avec des arbres on voit ici la photo, l'orthophotoplan où on a des arbres qui sont un peu qui sont un peu malmenés compte tenu de leur environnement. Et l'idée, donc, c'est encore là de rendre la cour plus ludique en désimperméabilisant donc une partie de l'espace, de planter, de jardiner, de conserver des espaces pour jouer. Je pense surtout aux jeux de ballon, parce que on sait tous que c'est une activité des cours d'école, mais aussi donc de se protéger du soleil. Donc voilà le projet. On gardait donc les espaces de jeux de ballon qui sont des activités importantes et on prenait donc une partie des espaces. Ici, c'est la partie de la cour des petits, la partie des jeunes enfants et là, des maternelles entre autres, et on désimperméabilise donc une partie de l'espace pour planter, pour recréer donc des zones calmes, des zones de rencontre, des zones vertes, bien évidemment. Et on investissait une parcelle. Ici, c'est une parcelle sur laquelle il n'y avait rien du tout. En fait, c'est une parcelle en friche pour créer un potager pour les enfants, potager qui devient aussi une expérience pédagogique. On a conservé donc un auvent qui avait été installé donc pour donner le long, mais en fait, on a planté autour parce qu'ici, c'est les espaces de jeu des petits. Donc, la transformation de cet espace-là sans tout bouleverser, en réinjectant donc des parties perméables et des parties de plantation. Donc, suite à ces travaux-là, il y a 2 écoles sur la ville de Tours qui sont en train donc de travailler sur 2 projets de modification de cours d'école. Pas cette cour-là, mais 2 autres. Et là, il y a un travail, encore une fois, un travail avec les enseignants, les enfants qui ont eux-mêmes investi donc des idées de projets dans leur cours et puis les choses vont être réalisées avec des plantations à l'automne si ma mémoire est bonne. Donc le grand parent pauvre des villes, les secteurs d'activité. Donc ça, c'est pas une révélation non plus. Tours Nord, Auchan Tours Nord, une superficie de 15 hectares, 90% imperméabilisée. Donc ça, c'est l'existant. Et quand on dit imperméabilisé, ce qui reste de perméable, c'est de la pelouse, c'est des secteurs un peu perdus et sur lesquels il se passe pas grand-chose non plus. C'est surtout pas des espaces d'usage. C'est même pas des espaces avec une qualité paysagère importante. Donc, comment faire projet sur ces sites qui sont les parents pauvres de l'aménagement urbain. Donc, l'idée de projet sur ce site-là, c'était de récupérer de façon aléatoire 8 places de stationnement, donc à peu près 100 mètres carrés, des poches de 100 mètres carrés, et de réinjecter donc une trame végétale à l'intérieur de ces poches, une trame arbustive et arborescente. Et donc, on a un changement d'image, changement de paysage. Donc là, on est sur une intervention importante, bien évidemment. Dans le cadre de ces idées de projet, c'est quelque chose qui est en train de mûrir dans la réflexion des élus aujourd'hui et il y a eu des rencontres ou des échanges avec le directeur d'Auchan. Et on espère que les choses vont évoluer vers quelque chose qui va donner un peu plus d'humanité
et permettent aussi, bon, j'en ai pas trop parlé jusqu'à maintenant, mais vous savez que désimperméabiliser, c'est aussi agir sur le cycle de l'eau. Là, c'est une proposition plus ambitieuse, c'est la zone d'activité de la Chambéry Sud, je pense que vous connaissez, qui est une des plus grandes zones du département d'Indre-et-Loire, imperméabilisée à 87%, avec des traces d'un ancien, ça c'est assez marrant, d'un ancien ruisseau ici qui apparaît encore à cet endroit-là, mais tout le reste, bon, c'est à l'image des zones d'activité avec des stationnements à ciel ouvert, avec des bâtiments importants et tout. Donc l'idée, ça a été de travailler sur un projet d'ensemble, en fait, de dire plutôt que de travailler avec la boîte de je ne sais pas quel type d'entreprise ici et son stationnement personnel, comment on pourrait travailler sur l'ensemble de ce grand îlot qui fait 12 hectares pour en faire un espace de vie, parce qu'il y a quand même aussi ce qu'on oublie dans ces secteurs d'activité. On y va à nous pour acheter, mais il y a quand même énormément d'emplois, des gens qui passent des journées complètes et pour sortir sur l'heure du midi, bon, à part aller manger donc dans les restos qui sont sur place, on aucune place avec une qualité paysagère pour respirer un peu l'air pur. Donc, encore une fois, une idée de projet, donc créer un espace de vie à l'échelle de l'ensemble du secteur, remettre à jour donc ce fil bleu, hein, j'ai envie de dire, en prenant donc sur les poches de stationnement ou sur les endroits où on a déjà une trame végétale. Vous voyez, par exemple, ici, on a un espace qui est pas urbain, enfin, qui n'est pas imperméabilisé. Donc, en s'appuyant sur ces espaces-là et en créant d'autres espaces désimperméabilisés de ce type-là pour se connecter donc à un espace central de type un peu un parc linéaire qui permettrait la gestion de l'eau et qui serait un espace d'usage pour tous ces gens donc, qui travaillent dans ce site. On avait aussi associé donc, à des idées de projets de type production d'énergie en installant des ombrières donc au niveau des stationnements et au niveau aussi des toitures des bâtiments d'activité. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant à réfléchir. Bon, même si on sort un petit peu de la question de la nature, on rentre dans la question de production d'énergie et puis qualité, enfin, prise en compte de l'environnement, je dirais, parce qu'aujourd'hui, parfois, il y a des réflexions de dire où mettre les panneaux photovoltaïques qui en face à l'espace agricole, alors qu'on a des superficies, des hectares de toiture en zone d'activité qui pourraient très, très bien servir donc, de support de production d'énergie. Donc, je pense que ça fait partie des choses aussi qu'on doit peu à peu réintégrer dans notre façon de réfléchir la ville de demain. Il vous reste 5 minutes. Très bien. Les tissus mixtes de projet, donc c'est le cahier 3, c'est le dernier cahier qui est en cours d'impression, mais qui est déjà disponible sur le site de l'agence. Là, on parle souvent sur ces tissus mixtes, comment faire évoluer. Là, c'est un tissu mixte, en fait, qui est bordé par la route de Bordeaux, enfin, du sud, et qui autrefois a la particularité voilà, d'être en face du parc Grandmont et qui s'était constitué, donc j'ai pas mis les photos aériennes anciennes, mais d'espaces pavillonnaires qui avaient des jardins, et la frange est en train de muter, c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, puisque c'est inscrit dans le PLU, vers une frange d'activité et d'équipement. Or, l'exemple de cette parcelle-là, en 2016, il y a eu démolition de ce bâti-là, et on voit qu'on est là, juste en face du parc. On a commencé à construire un bâtiment longitudinal par rapport à la voie, qui
qui est pas en réponse avec les continuités végétales qu'on aurait pu imaginer par rapport au parc. Donc, l'idée de projet, ce serait de penser ces types d'opérations, donc, encore une fois, dans leur ensemble et pas à la parcelle. Donc, on a un espace important de la trame verte et bleue de l'agglomération qui est le parc Grandmont. Donc, l'évolution de cette frange urbaine pourrait permettre de poursuivre donc, des vues donc, sur cette continuité végétale en travaillant sur l'implantation des bâtis. Donc, au lieu de faire un seul bâtiment comme ça a été fait aujourd'hui, on peut y penser pour dans 30 ans, hein, par exemple, de scinder donc, le bâtiment en deux et de travailler les stationnements par poche et de façon donc à poursuivre une certaine continuité végétale et visuelle de l'axe. On est quand même sur un axe qui fait 2 fois 2 voies entre le parc Grandmont et l'intérieur du tissu urbain. Encore une fois, un travail aussi en cœur d'îlot avec un espace de stationnement hyper important qui est ici, qui est le stationnement de cet immeuble-là. Comment désimperméabiliser, encore une fois, une partie de ce stationnement en créant des poches de plantation. Tissu mixte, centre historique de Tours, 95% d'espace imperméabilisé, extrêmement difficile d'intervenir parce qu'il y a plusieurs copropriétés. Donc, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, encore une fois, avec les différents propriétaires. Et là, on a choisi de présenter 4 îlots avec des formes de désimperméabilisation différentes qui sont plus ou moins ambitieuses. Donc, ici, en fait, si je reviens sur la diapositive d'avant, oui, j'ai pas mis la carte. Bon, ici, tout ce qui est en bleu, en fait, en bleu foncé, comme ça, là, ce sont des garages ou des bâtiments qui existent déjà. Enfin, des garages, bon, c'est souvent un peu désuet. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, ce bâtiment-là, c'est celui-ci. Donc, l'idée, c'est de repenser l'usage de ces espaces-là construits et on a proposé, donc, selon les îlots qui ont les caractéristiques semblables, un projet de plus en plus ambitieux. Donc, un premier projet où on démolit une batterie de garage ici qui est plus importante que ça, plus large, et qu'on garde, on reconstruit, donc une emprise moins importante, ce qui nous permet de créer donc un îlot de végétation au centre et de réorganiser les stationnements. Un deuxième, donc la vue sur cet îlot-là, c'est ce dessin. Un deuxième îlot où on touche très peu de choses. En fait, on garde les bâtiments existants et on réinjecte en réorganisant encore une fois les stationnements et l'entrée, un petit îlot de végétation qui, donc, vu de la rue, là, on a côté gauche et côté droit de la rue, donc offre quand même une vision de cette trame végétale qui existe vraiment. Et on va de façon plus ambitieuse dans un cœur d'îlot où en fait la voiture est bannie, sauf à l'entrée, et on crée un réel jardin au centre. Et ici, de façon beaucoup moins importante, en fait, cet îlot est plus petit, où on crée un tout petit îlot au centre et un stationnement non marqué au sol, avec des matériaux plus poreux. Donc, ce sont des projets qui ne peuvent pas s'imposer aux propriétaires, mais par exemple, dans les documents d'urbanisme, lors de ravalement de façade ou de réaménagement de la cour, il pourrait très bien y avoir dans les documents donc un pourcentage imposé de désimperméabilisation du sol et de plantation. Dernière image, je pense que je dois être dans les temps, monsieur Jean-Claude. Dernière image, donc l'habitat individuel. Donc, bon, effectivement, c'est l'habitat individuel, chacun son jardin. On sait que c'est consommateur d'espace, bien évidemment. Et c'est peut-être pas dans ces quartiers-là où on doit réinvestir le plus en termes de trame végétale.
parce que justement, chacun son jardin. Donc, j'ai presque envie de dire, c'est la forme urbaine qu'on doit vraiment repenser pour redonner donc de la végétation partagée dans des quartiers qui en ont davantage besoin. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien dans ces secteurs-là. Et là, c'est à La Riche, un aménagement récent, hein, donc vous voyez, donc c'est plutôt pauvre en termes de paysage urbain et bon, ça fait un peu rêver, mais on a la place donc de diminuer l'emprise de la voiture, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces rues, on a souvent pris des emprises relativement importantes. Ensuite, on se pose la tête pour faire de réduire à certains endroits et faire des dos d'âne parce que les voitures vont trop vite. Donc, si on a une emprise de voie plus petite, on est obligé d'aller plus lentement et de créer en latéral donc une végétation publique et d'inciter donc la partie en recul des bâtiments privatifs à une végétation en pleine terre diversifiée. Merci Jean-Claude, parce que c'est passionnant ce métier d'urbaniste. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc il n'y a pas que ça dans cette formation qui a eu lieu pendant une matinée, qui devait se faire en présentiel mais qui s'est fait en visio. Derrière, on avait un spécialiste du gazon de la maison d'Arenburg qui nous a démontré tout ce qu'on pouvait faire avec le gazon et ce que ça absorbe, etc. Le document là dure 2 heures, hein, 3 heures pratiquement. Ensuite, on a eu la maison Lepage, qui est quand même on a eu beaucoup de gens du coin en fait. Hein. Le directeur de Lepage qui nous a présenté tout ce qui était plantes tapissantes en fait, qui pouvaient remplacer le gazon et donc occuper les espaces un peu. Et notamment, on travaille aussi sur les problèmes des cimetières, puisque les cimetières n'auront plus le droit, c'est les seuls dans les endroits où on a encore le droit d'utiliser des produits désherbants, etc. Mais à partir de 2022, ça sera terminé. Ça, je ne me trompe pas. Et donc, il faut trouver des solutions. Et donc, on est en train de verdir, en fait, les cimetières. Donc, il y avait l'intervention de la maison Lepage qui avait une très forte gamme, très grande gamme de végétaux pour cela. Après, on avait le témoignage de Saint-Barthélemy d'Anjou, où là, le responsable d'Espace Vert nous a fait voir ce qu'était l'agro-pâturage, je ne sais plus comment il évoque exactement, dans le sens où ils ont déjà une dizaine de brebis, moutons, brebis, ils sont en train de récupérer 2 ânes, etc. Et il y a toute une partie, en fait, des parcs et jardins de la ville de Saint-Barthélemy qui est traitée, finalement, d'une façon agricole. C'est-à-dire qu'ils font aussi leur foin, il a acheté une presse à foin, etc. Et il récupère tout son foin pour ses animaux l'hiver. Et pendant tout le reste de l'année, il produit du foin où les animaux sont aussi dans les herbages. Et donc, du coup, ça réduit, en fait, il exprime bien ça en disant que aujourd'hui à Saint-Barthélemy, la tondeuse, elle a 4 pattes et ça s'appelle un mouton. Donc, il y a ces choses-là qui interviennent maintenant dans les espaces verts, qui n'étaient absolument pas connus il y a 15 ans, 20 ans. On est passé de golf partout. Hein, Charles, il les arrosait d'ailleurs. Pour après passer à une deuxième partie qui était ce qu'on leur racontait, c'était on essayait de les convaincre de la gestion différenciée, c'est-à-dire qu'en fait on raisonnait par espace et que quand on était à l'extérieur de la ville ou dans les parties plus éloignées des bâtiments principaux, des habitations principales, là on tondait que 2 fois par an, voire même un fauchage ou 2 fauchages. Mais par contre, évidemment, quand on était devant la mairie, c'était un truc nickel, arrosé, etc., et qui était très propre. Et donc, on demandait d'avoir un plan et d'avoir des espaces qui étaient vraiment déterminés avec un nombre de… Voilà. Et la dernière partie, c'était justement une petite commune, en fait, toute petite commune qui expliquait ce qu'elle avait fait pour son cimetière, pour arriver à le refaire verdir, etc. Et on voyait un travail très important qui était fait. Et la seule question qui a été posée à cette jeune femme là, qui était responsable de cette commune, c'est de savoir combien il y avait d'agents dans sa commune. Et elle a dit, moi tout seul. C'est là qu'elle réalisait ça, à elle toute seule. Donc voilà. Donc, ce qui est, je trouve intéressant dans la démarche que nous a présentée Mme Tanguay, c'est qu'en fait, on se rend compte que on est largement en train de basculer d'une période où on imperméabilisait, etc. Et c'était le tout béton, le tout, et beaucoup d'urbanistes, architectes, paysagistes, urbanistes étaient beaucoup là-dedans. Aujourd'hui, on y va beaucoup plus de verre, donc ça revient vers nous, en fait, vers les espaces verts, et tout le monde se rend compte qu'un arbre, c'est un climatiseur, il coûte rien, il dépense rien,
et il nous fait du bien. Donc, si on n'en plante pas, ben on les aura pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on plante, c'est pour nos petits-enfants. Donc, je me souviens, moi, j'étais dans une ville de la région centre, là, c'était du côté d'Orléans, où le gars nous est en train de nous parler. Ah oui, mais alors j'ai des tas de problèmes avec les gens, ils veulent, parce qu'il y a un arbre qui les gêne pour sortir leur voiture, alors il faut couper l'arbre, etc. Mais il nous présentait tout ça au bord de la Loire, avec dans un environnement d'arbres magnifique, qui avait bien sûr des cinquantaines, voire peut-être des centaines d'années d'ailleurs, où on était à l'ombre, où c'était super agréable. Il dit, ah, je lui dis, ben, voyez, si vous coupez les arbres dans votre ville, eh ben, ça, si les anciens n'avaient pas planté ça, vous ne pourriez pas nous le présenter. Donc, faites en sorte de planter pour le futur. Et il faut régénérer tout ça. Et ça, c'est une bagarre que l'on a au niveau de l'association dont on s'occupe, là, avec Roland-Marie Morceron, que vous avez aperçu très vite, là. Et puis les vice-présidents, chacun dans son secteur. On se bagarre énormément sur le développement, justement, des plantations d'arbres, etc., qui sont nos climatiseurs de la ville. C'est aussi les toits terrasses, c'est les toits plantés, enfin les toits végétalisés. Végétalisé. Là, aujourd'hui, c'est mieux. Les premiers toits végétalisés, c'était on mettait 6 cm de terre, enfin de substrat, parce que la structure ne permettait pas plus. Aujourd'hui, quand on construit un bâtiment, on prévoit la structure pour porter 15 cm ou 60 cm, même dans certains cas, de terre pour pouvoir planter au-dessus, en fait. Et toutes ces surfaces qu'on a vues dans les plans qui nous ont été présentés, là, on a bien vu la toiture de champ. Imagine s'ils étaient en végétal, quoi. Ça n'aurait plus rien à voir. Donc, l'idée aussi de mettre des panneaux solaires sur les parkings, c'est aussi, voilà, au lieu d'aller prendre de la terre agricole. Donc, il y a une transformation actuellement. On sent que ça va beaucoup dans la nature. Là, on a fait 15 jours avant une sorte de visio promotionnelle, en fait, pour le label Ville et Village Fleuris, où on a présenté toute la démarche du label et le pourquoi on le faisait. Et on avait quand même 250 connexions, c'est-à-dire qui étaient à peu près à 50% d'élus et 50% de techniciens de la région centre Val-de-Loire. On a fait ça avec la région centre. Et on avait la vice-présidente au début, on a eu le président de la région centre qui est intervenu en fin de programme pour mobiliser les nouveaux maires, notamment, tous ceux qui ont été élus, aux besoins, parce que le label des villes et villages fleuris, souvent, ça fait, ah ouais, la petite fleur, etc. Oui, mais c'est plus du tout ça, en fait. La fleur, c'est qu'une partie du problème. Le problème, c'est le cadre de vie. En fait, on travaille sur le cadre de vie. Et qu'on voit que finalement, chaque année, on gagne 10, 15, 20 communes suivant les années. Et franchement, ça fait du boulot qui est, comment dire, c'est quelque chose que tu sens que ça marche, quoi, que ça fait quelque chose au bout du bout. Donc voilà. Merci. J'espère que ça a été intéressant. Merci Jean-Claude. Oui, comme ça, tu recommences à 18h30. Hein. C'est ton mail du 29 mars, Jean-Claude. Ouais, peut-être. Alors, c'est mieux. Le problème, alors, peut-être que le problème vient du fait que moi, c'est mieux, cette réunion là de notre club, elle est programmée, c'était mieux. Et donc, si on a changé une date, on a éliminé le lundi de Pâques, etc., je suis obligé de redécaler cette date-là, et à chaque fois, ça génère un mail. Donc, peut-être qu'il y a eu un moment où j'ai pas décalé comme il faut. Donc, est-ce que là, on repart justement sur aujourd'hui 18h30 et la semaine prochaine midi. Et on a vu, et c'est déconnecté, Jacques Besson. Oui. Ça me fait plaisir de le voir, mais là, je ne retrouve plus Jacques Besson. Il a quitté, oui. Ouais. Salut Albéric. Et sa fille. Salut Albéric. Salut. Ça va bien, Albéric? Et Anne-Sophie, si tu permets juste une remarque. Anne-Sophie, tu m'entends? Ah oui, je t'entends. Oui, bon, très bien, ok. C'était juste pour redire à Jean-Claude, merci beaucoup pour cette présentation. Je retrouve une bonne partie de mon métier. Mais je voulais expliquer, oui, ça m'étonne pas. voilà, je voulais expliquer aussi un peu l'évolution. C'est que quand j'ai commencé à travailler en sortant de Versailles, quand on nous proposait un poste d'ingénieur de ville, on avait une rémunération et la rémunération était variable. Et la partie variable, c'était lié aux travaux que nous faisions dans la ville. C'est-à-dire que si on faisait des murets, si on faisait si on imperméabilisait les sols, ça rapportait plus d'argent. Et donc, de ce fait-là, il y avait une tendance très forte. J'espère que maintenant, ça a changé
parce que j'ai passé, bon, alors, je ne suis pas resté très longtemps, hein, j'ai fait une année simplement. Je suis allé, bon, après dans le domaine plutôt des semences et de la vie, on va dire, par rapport au béton. Mais tous les anciens que l'on a ont été pétris de toutes ces techniques. Et la conférence là, de Jean-Claude est super parce que ça montre bien qu'il faut remettre le végétal dans, dans la vie, dans le cadre de vie, en fait. Ouais, très bien. C'est comme le nombre de ronds-points, en fait, ça a pullulé en France parce que peut-être qu'il y avait une incitation à faire des ronds-points. Donc, il y a une relation entre… alors, moi, ce que je regrette, c'est par exemple la place du ralliement est très bétonnée, enfin très minérale, on va minérale. dire. Et je trouve ça un petit peu dommage. C'est vrai que ça manque d'ombre. C'est très compliqué parce que c'est des places… Parking d'abord. Un parking dessous, un problème d'épaisseur de végétal, enfin de terre, et puis il est coupé par la ligne du tram. Donc, si je prends l'exemple… Les racines. Ouais, exactement. Si je prends l'exemple de la place du Marc III à Orléans, qui est un peu le même genre de place, à part qu'il y a Jeanne d'Arc au milieu, mais sinon voilà, ils ont réussi à détourner, enfin pas détourner, mais à faire que le tram contourne en fait la place, hein, passe sur un côté de la place. Et du coup, ils ont réservé des poches végétales. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a quand même. Ils ont réussi quand même à implanter des arbres un peu partout. Mais il faut planter des arbres. Je veux dire que de toute façon, l'îlot de fraîcheur, on l'a bien vu sur les cartes qu'elle nous a montrées, Madame Tanguay. Hein. Les îlots de fraîcheur, c'est ça, quoi. Je veux dire, un arbre, c'est énorme, quoi. Quand on voit la différence de température, c'est impressionnant quand même. 46 degrés à un endroit, 12 degrés au niveau de la Loire, c'est quand même fou, quoi. De dire. Donc, en fait, je veux dire, il n'y a pas besoin de plus d'exemples que ça. C'est tout simple, en fait. Il suffit de le faire, quoi. Il faut planter. Et planter des arbres, d'abord, ne pas se tromper dans le choix des arbres, on peut planter n'importe quoi, et les planter bien. Surtout. Et les planter sans doute en îlot, puisqu'on sait bien maintenant que les arbres communiquent entre eux, qu'il y a une sorte de symbiose, plutôt que de planter un arbre entouré de béton tous les 10 mètres. Il vaut mieux qu'ils se communiquent entre eux dans un ensemble. Mais il y a aussi la façon dont ils ont planté, où ça se passe en dessous, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on lui a prévu comme racine. Ouais. C'est ça aussi. Il faut passer au milieu des réseaux, il faut passer au milieu de tas de choses. Donc, c'est vraiment la conception de départ qu'il faut être. Moi, je me souviens quand même que quand j'étais élu dans un village à Souvigny-en-Sologne, à Ivoile-Marron, pardon, en Sologne, donc j'étais au moment où on a fait une opération cœur de village, qui était financée par la région, et on a eu une architecte urbaniste qui est arrivée d'Orléans. Il y avait le choix entre deux architectes, et le choix qui a été fait par l'équipe, malheureusement, j'ai pas réussi à gagner ce tour-là, mais elle arrivait avec, et elle mettait du béton partout, enfin pas des bétons, mais des pavés partout, du bitume, du machin, etc. Quoi. Moi, j'étais obligé de me battre pour gagner des espaces pour les massifs, quoi. Sans compter après quand tu as l'entreprise qui vient mettre les bordures de trottoir et qui te met une benne de béton derrière, plutôt que de mettre ça tout droit pour qu'on puisse mettre de la terre et planter, quoi. Jean-Claude, je rebondis par rapport à ce que tu dis. Hein. Bon, pendant des années, j'étais confronté à la position des urbanistes qui étaient plus d'origine architecte du bâtiment ou travaux publics que paysagiste, et que, ne connaissant pas le monde du végétal, c'était plus facile de mettre du macadam et du béton plutôt que de la terre végétale et de la plantation. Alors, il y a eu une évolution par rapport à ça, globalement, une réflexion, avec des architectes paysagistes qui se sont retrouvés dans les CAU et autres, hein, avec une place plus importante au niveau de la conception, parce que le souci, il était au niveau de la conception. Hein. Le monde du végétal n'était pas pris en compte. On plantait un arbre au milieu du béton, dans les gravats, on s'en foutait. Hein. Quand on voit aujourd'hui le qualitatif des fosses de plantation, le qualitatif des substrats de plantation, je crois que ça, c'est quelque chose qui est impressionnant. Le commun des mortels ne le voit pas, mais il y a effectivement une évolution forte par rapport à ça, de façon à ce que le végétal
quand il est planté, soit dans les conditions optimales de réussite. Bon. Quand on voit en espace urbain les végétaux qui ont du macadam ou du béton jusqu'au tronc, on se demande comment ils arrivent quand même à subsister. Bon. Et de ce côté-là, il y a effectivement une prise de conscience. Il fallait qu'il y ait une prise de conscience de façon à ce que le végétal soit reconnu comme élément de qualité de vie, de l'ombre, de la baisse de température. On parle de faire chuter les températures en ville. C'est le végétal qui est capable de faire chuter la température. Moi, je me suis souvent opposé à une population qui critiquait le fait de mettre du gazon sur le tram. Alors, effectivement, mettre du gazon sur du béton, moi, je me suis bagarré pour ça, de façon à ce qu'on ait plus d'épaisseur de terre. Mais cette bande verte qui circule, c'est de l'oxygène, c'est de l'absorption de gaz, de métaux lourds, c'est du dégagement, c'est une chute de température par évaporation. Et donc, il faut expliquer tout ça à la population qui n'en a pas conscience, mais qui trouve quand même très agréable le boulevard Foch maintenant. C'est plus le boulevard Foch d'autrefois, c'est clair. Bon, voilà. Donc, c'est sûr. Merci Jean-Claude de ce sujet, parce qu'on est vraiment avec une nécessité de faire évoluer notre espace urbain de façon à le rendre beaucoup plus agréable. Alors, tu parlais du gazon, là, il faut dire aussi, ça amortit le bruit aussi. Oui, oui. Non, mais je n'ai pas développé, parce que je pourrais développer le sujet. Alors, deux autres et tous ceux qui disent aussi que ça consomme de l'eau. Ouais, deux autres Pardon. choses. C'est par exemple, on a aussi une bagarre importante avec les préfectures qui font des interdictions d'arrosage. Parce que, par exemple, une ville investit 1 million d'euros pour planter des arbres dans sa ville, enfin pour tout d'ailleurs, etc. Et on lui colle une interdiction d'arroser et tu vois les arbres qui crèvent. Parce qu'en plus, ils écoutent la plupart du temps. Alors que finalement, voilà, ça a été lieu à Orléans d'ailleurs, dans l'avenue de la Gare, là, la deuxième partie, ils ont planté des magnifiques arbres en très, très fort calibre. Ils sont tous morts, 100%. Ils sont tous morts. Donc c'est quand même scandaleux, quoi, je veux dire. Et quand on appelle, parce que nous, à l'ARF, on le fait, ça, hein, on intervient au niveau des préfectures et on demande aussi au président du conseil régional d'intervenir au niveau de la préfecture pour faire, voilà, on interdit l'arrosage bête pour laver la voiture, je suis bien d'accord, mais dans certains cas, parce que la ville de Châteauroux, il y a 2 ans, et ben, interdiction d'arrosage, ils ont pris toutes les jardinières, suspensions, etc., qui étaient fleuries, ils ont tout mis à la benne. Pas de possibilité d'arrosage, donc on arrête tout. Mais on marche sur la tête, là. On marche sur la tête. Et oui, mais c'est très difficile à comprendre cela par la population, entre autres, j'entendais Hervé qui disait oui, mais ça consomme de l'eau, et la population est encore très partagée à ce niveau. Et c'est vraiment une démarche extrêmement volontariste des élus de vouloir aller vers cette végétalisation, voire revégétalisation des centres-bourgs et un peu plus. Parce que ça, pour ceux de mes collègues qui ont été élus, mais enfin tous savent comment ça fonctionne, un budget, c'est que les végétaux, surtout les grands végétaux, c'est une partie d'investissement, mais il y a une sacrée partie de fonctionnement. Et Dieu sait si c'est facile de trouver un budget d'investissement en dizaines ou centaines de milliers d'euros, alors que pour quelques milliers d'euros seulement de fonctionnement, c'est la guerre. C'est la guerre, les amis. Enfin, vous le savez, ça. Et ça, c'est moi, même si je cautionne tout à fait le fait de mettre des arbres, des grands arbres, et alors, sans parler des problèmes que ça génère avec les feuilles, les glands, etc., et que presque tous ceux qui ont des arbres à côté de chez eux n'en veulent pas, et pourtant ils en voudraient plein partout ailleurs. Mais bon, ça c'est extrêmement compliqué à gérer. Classique. Ah oui, mais c'est malgré tout Bruno, tu as raison par rapport à ça. On a toujours
la difficulté entre les budgets d'investissement et les budgets d'exploitation. Si l'investissement est mal pensé, c'est l'exploitation qui va trinquer. Hein. Quand on fait les choses correctement au niveau des végétaux, avec des sols de qualité, avec des matériaux qui vont permettre d'accumuler de l'eau et autres, c'est de l'exploitation en moins. Hein. Mais tu as raison, c'est pas les mêmes poches, c'est pas les mêmes poches et c'est pas les mêmes gestionnaires. Hein. Bon. Alors, Donc, le jour où on aura une gestion commune, ça sera déjà beaucoup mieux. Ouais. Nous, on intervient beaucoup d'ailleurs au niveau de cette grille de critères. Hein. Il y a des critères qui est le binôme technicien-élu, c'est-à-dire qu'on pose la question au maire à chaque fois, quand vous montez un projet, qui est autour de la table? Est-ce que les jardiniers qui vont entretenir derrière l'espace vert qui est en train de se créer, enfin le lotissement, peu importe, est-ce que les gens qui vont entretenir sont autour de la table pour donner leur avis et voilà. Parce que la plupart du temps, c'est ça. Là, moi, je me souviens d'un maire qui avait fait un truc alors, au milieu d'une nationale, il avait fait toute une bande végétale, etc. Donc, c'était sincèrement magnifique. La première année, la deuxième année, je crois, dans laquelle on passait. Mais je lui dis, mais donc il y a l'arrosage intégré là-dedans. Oh non, 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 ça va coûter beaucoup trop cher. Non, non, non. Je dis, ah oui, alors donc ça veut dire que sur cette nationale, vous mettez 2 kidam avec une tonne à eau pour arroser, ou alors vous arrosez pas. Donc ça veut dire que vous avez fait un investissement pour rien. Donc, mais les mêmes, il y a des fois, tu sais, tu leur taperais dessus, hein, parce qu'il y a des décisions qui sont prises complètement à l'envers. Complètement à l'envers. Donc, je suis d'accord avec toi, Jean-Claude. Et ça c'est le problème typique. Tu regarderas sur Saint-Jean-de-Lénière, il y avait, c'était bien joli que ce que tu disais, mais cette bande enherbée, voire avec arbustive, entre les deux voies, direction Nantes. Alors, primo, effectivement, ça coûtait un peu, mais ce sont nos propres employés en espace vert qui ont demandé à ce qu'on fasse quelque chose, qu'on l'enlève parce que ça les enquiquinait de le faire. Et en plus, c'était dangereux. Alors, les seules bandes qui restent, eh bien, ce qui se passe comme dans ma commune, comme dans beaucoup de communes, c'est qu'on n'a pas de plus en plus de personnel, la commune s'agrandit et on a de plus en plus d'espaces verts, heureusement pour nous. Eh bien, on sous-traite ça à des boîtes à 2 balles, hein, avec des pauvres gars qui, eux, vont se faire ramasser les tailles à les fesses. Et ce sont nos propres personnels qui disent « Oh non, 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 ça, faut leur filer à eux parce que nous, ça ne nous intéresse pas. » C'est terrible. Je reviens sur le coût des espaces verts, hein, parce qu'on souvent on nous le reproche en disant « Mais ça coûte de l'argent, les petites fleurs, etc. etc. » La plupart du temps, on répond aux élus, mais est-ce que vous pouvez nous dire combien vous coûte la piscine, hein, en frais? Parce que la plupart du temps, il n'y a quasiment aucune piscine qui est rentable. Hein, c'est-à-dire que chaque personne, chaque habitant de la commune, de toute façon, paye tous les ans quelque chose pour la piscine alors qu'il n'y va jamais. Et c'est dans toutes les communes pareil, pratiquement. Et il y a plein d'endroits comme ça où il y a des dépenses extraordinaires. Les complexes sportifs, Jean-Claude. Par exemple, ouais, d'une manière pour faire courir 22 personnes, hein, voilà. sur du gazon. Hein, voilà. Je ne pense pas que ce soit d'une rentabilité extraordinaire. Le ratio est meilleur en rugby, ils sont plus nombreux. Non, mais justement, l'exemple de Saint-Barthélemy, là, il y a les services techniques sont le rue de. Alors, Gémétrie. Comment? Génétrie, voilà. Exactement, tu as raison, Génétrie. Et donc, à côté, il y a le stade de la Génétrie. Et bien, ce stade-là, vous savez à quoi il sert? À une manifestation annuelle. Et donc, on entretenait, parce que du coup, ils l'ont arrêté, on entretenait ce parc-là, tonte, machin, etc., arrosage, fertilisation et tout le bazar, pour une manifestation par an. C'est pas scandaleux? Si, Jean-Claude, c'était scandaleux. Ciao, les amis. Voilà, on a fait le tour de la question. Ouais. Merci, on pourrait en débattre encore longuement. Oui, oui. Ça, c'est sûr que. Mais c'est passionnant. Oui. Merci. Merci. Donc, on se dit la semaine prochaine aussi à midi, hein, pour reprendre le cycle normal. Ouais, bien. Ok, madame. Ok, madame. Merci. Bonne semaine à tous. Ciao. Ciao. Au revoir.